Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette séance d'information et de présentation de la Faculté des Lettres. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir ici. Ça n'est pas en présence évidemment, ça n'est pas dans nos beaux locaux de l'Unibastion que je vous montre ici en plein soleil, mais c'est malheureusement par Zoom, mais je pense que ça sera tout de même l'occasion pour vous d'avoir un certain nombre d'informations concernant les études au sein de la Faculté des Lettres de l'Université de Genève, les débouchés, les différentes disciplines que vous pourrez suivre, et puis vous aurez l'occasion à la fin de cette séance de pouvoir évidemment poser vos questions à moi, ainsi qu'aux conseillers académiques qui sont également parmi nous. Je m'appelle Yann Blanc, je suis professeur d'histoire de l'art de la période moderne au sein de cette faculté, et je suis aussi le doyen de cette faculté. Je vais donc aujourd'hui vous présenter, dans le cadre de cette session d'information générale, les disciplines et les cursus de la faculté des lettres. Alors, les disciplines de la faculté des lettres sont extrêmement nombreuses. C'est un peu une des spécificités de notre faculté que d'offrir une très grande diversité d'enseignements, une très grande diversité de recherche, la plus grande probablement de toute l'université de Genève et une des plus grandes des universités suisses. Alors, vous avez évidemment les disciplines, je dirais, traditionnelles, les disciplines classiques, comme le français, mais aussi le français et le latin médiéval, le français et la langue étrangère, la linguistique générale, l'informatique pour les sciences humaines en lien avec la linguistique. Donc, vous voyez ici, on a des disciplines liées à la langue française notamment, mais pas seulement. Vous avez d'autres disciplines linguistiques, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, la littérature comparée, qui est en fait une étude comparée des différentes langues, une étude de la littérature dans différentes langues. Puis vous avez des langues plus rares, comme l'arabe, l'arménien, le chinois, le grec moderne, le japonais, le russe, ainsi que des langues qui ne sont enseignées qu'à Genève, en Suisse, à savoir le portugais, le rhétoromanche, le roumain et le coréen. Donc vous avez, vous voyez, une très grande gamme de langues. Je précise tout de suite parce que très souvent la question nous est posée chaque année. Les langues qui ne sont pas enseignées dans les études secondaires, évidemment, sont enseignées à partir de zéro lorsque vous arrivez à l'Université de Genève. Si vous ne connaissez pas le coréen ou le japonais, ne vous inquiétez pas, vous apprendrez à les connaître dans le cadre des cours qui vous seront donnés dès la première année. Vous avez également des disciplines plutôt liées à l'étude de l'Antiquité, qui sont extrêmement nombreuses, extrêmement riches. Le département des sciences de l'Antiquité est particulièrement actif au sein de la faculté des lettres. Vous avez de l'archéologie classique, vous avez de l'archéologie préhistorique et anthropologie, en lien avec la faculté des sciences. Vous avez l'égyptologie, associée au copte, les études classiques, naturellement, les études mésopotamiennes, l'hébreu, l'histoire ancienne, l'histoire et l'anthropologie des religions, le latin et le grec. Vous avez également des disciplines plus générales, d'ordre philosophique ou historique, la philosophie, un département de philosophie, l'un des meilleurs en Europe, département d'histoire générale, le département d'histoire de l'art auquel j'appartiens, l'histoire et la civilisation du Moyen Âge et la musicologie. Euh, la structure des études est relativement simple. Vous avez deux grandes formations, si l'on accepte le doctorat, qui sont d'abord ce que l'on appelle le baccalauréat universitaire, dit bachelor, qui est donc ce par quoi on commence ses études à l'université, et qui consiste à la fin de votre cursus, en principe à la fin de 3 ans d'études à plein temps, de pouvoir suivre suffisamment d'enseignements et valider suffisamment d'examens et de contrôles pour obtenir ce que l'on appelle 180 crédits. Les crédits étant des mesures pour identifier le nombre d'enseignements à valider et le nombre d'examens à valider à la fin de vos études. Le bachelor se prend dans deux disciplines, deux branches. Donc vous avez le choix entre deux disciplines à choisir et vous aurez, en plus de ces deux disciplines, un module dans lequel vous pourrez choisir des enseignements dans une autre discipline que celle que vous aurez choisie dans votre bachelor. Il faudra simplement, si vous choisissez tel ou tel enseignement qui n'appartient pas à votre discipline, évidemment, préalablement contacter l'enseignante et l'enseignant pour vérifier qu'il n'y a pas d'attendu ou de prérequis particuliers, mais c'est une offre qui permet d'élargir, de diversifier, en fonction de vos curiosités, l'étendue des enseignements auxquels vous pourrez participer. Donc, baccalauréat, 180 crédits, 3 ans, et donc 2 disciplines. Ensuite, une fois que votre bachelor ou votre baccalauréat est réalisé, vous pouvez ensuite vous inscrire en maîtrise universitaire, on appelle ça aussi le master. Il y en a deux formes possibles. Vous avez le master classique à 90 crédits et le master renforcé, approfondi, à 120 crédits.
En général, un master, c'est à peu près 1 an et demi à 2 ans de travail à plein temps. C'est généralement une discipline, ça peut être plusieurs disciplines, mais généralement, c'est une discipline que vous choisissez parmi une des 2 dans lesquelles vous avez fait votre bachelor. Il y a évidemment des exceptions, mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, le master, vous spécialisez dans une des 2 disciplines que vous avez choisies dans le cadre du bachelor. Alors, pourquoi faire des études de lettres? Pourquoi faire des études de lettres? D'abord parce que les études de lettres permettent d'articuler de façon extrêmement efficace et extrêmement importante le passé et le présent. Hein. On sait bien qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque troublée, mais qui paraît encore plus troublée si nous n'avons pas les repères permettant de comprendre les causes des événements, des phénomènes qui se produisent aujourd'hui. Et pour comprendre les causes, il faut revenir en arrière. Et donc, étudier l'histoire contemporaine, étudier le temps présent, c'est déjà une manière de mieux le comprendre, c'est déjà une manière de se situer dans ce temps si incertain et si troublé. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, les études de lettres apportent cette profondeur, apportent cette analyse qui nous permet de comprendre dans quel monde on vit, y compris pour pouvoir éventuellement le transformer. Donc c'est un élément très important. Dans ce monde contemporain, il y a évidemment l'histoire en tant que telle, mais il y a également la littérature. Nous avons plusieurs spécialistes de la littérature d'aujourd'hui et qui donc nous permettent aussi de comprendre notre époque à travers les productions littéraires qui sont publiées aujourd'hui. Les phénomènes linguistiques contemporains, les différents phénomènes qui caractérisent les langues d'aujourd'hui sont également des domaines, des objets à la fois de nos enseignants et de nos chercheurs. Et puis, travailler sur le contemporain, c'est travailler aussi sur les objets actuels, sur le cinéma, sur Internet, sur les nouveaux médias, sur l'art contemporain. Donc tout cela, vous pouvez le trouver également au sein de l'offre d'enseignement de la faculté. Mais évidemment, pour comprendre le présent, il faut aussi remonter dans le passé. Non pas pour dire que le présent se réduit à une sorte de conséquence logique et rationnelle de ce qui se passe dans le passé, mais pour souligner justement parfois les différences qui sont notables entre ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui. L'ancien, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la période moderne, la préhistoire sont des domaines dans lesquels on peut trouver un intérêt a priori, précisément parce qu'on y trouve d'autres formes possibles de vie, d'autres formes possibles de penser le monde, de penser le religieux, de penser le social, de penser l'art. Et donc, travailler sur ces périodes anciennes, c'est déjà en soi intéressant dans la mesure où ça nous permet de prendre une distance vis-à-vis de nous-mêmes et une distance vis-à-vis de ce que l'on pourrait penser aujourd'hui comme étant éternel et de tout temps. De la même manière, évidemment, l'étude du passé nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, de comprendre les mécaniques, de voir dans quel contexte et sous quelles conditions certains événements se sont mis en place. Et donc, l'étude du passé, évidemment, nous offre la possibilité de comprendre et de tirer des leçons de cette histoire avec une valeur éthique, une valeur morale très forte, puisque dans ce domaine aussi, comprendre l'histoire, défendre l'idée selon laquelle on ne peut pas rester enfermé dans son monde contemporain, mais qu'il faut l'éclairer, l'éclaircir à travers toute une série de contextualisations, c'est aussi, me semble-t-il, une valeur qu'il faut défendre pour ne pas tomber dans le court-termisme ou le présentisme qui sont parfois monnaie courante dans certains discours économiques ou politiques. Et donc l'enjeu, c'est aussi, à travers cette déconstruction, ce qu'on appellerait une déconstruction, c'est-à-dire une manière de décomposer les problèmes, de montrer qu'ils sont plus complexes qu'on ne l'imagine, plus variés, plus divers, plus antagonistes, c'est une façon, là aussi, de saisir avec plus d'acuité, plus de précision et aussi plus de force ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait hier. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Il y a quelques années, en 2016, il y a eu une campagne électorale pour s'opposer au projet de rénovation et d'agrandissement du musée d'art et d'histoire, et on a eu dans les rues de notre ville une campagne qui avait été notamment illustrée ici, ce magnifique dessin qui mettait en scène finalement à travers cette volonté d'affirmer le non à cette initiative, on a eu donc ce personnage avec ses mains griffues qui écrasait le musée d'art et d'histoire. Précisément, ce type d'image peut paraître simplement agréable à regarder ou efficace politiquement, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment elle fonctionne, sur quelle base. On peut commencer d'abord par analyser l'image en elle-même, souligner l'effet d'échelle entre ce géant qui écrase le musée d'art et d'histoire, qui semble donc plus la victime de cette initiative que son partenaire, ce qui explique pourquoi il y a un nom, mais aussi le titre « Sauvons le musée d'art et d'histoire », de façon de rendre positif finalement ce nom. On peut aussi analyser la façon dont le dessinateur s'est directement inspiré, comme d'ailleurs dans tous ses dessins, de cette ligne claire qui caractérise Hergé et qui donc
permet aux personnes qui voient cette affiche d'avoir le sentiment d'une sorte de familiarité. Au fond, cette affiche nous dit quelque chose, on a l'impression de l'avoir déjà vue, tout simplement parce que tout le monde a vu, lu dans son enfance ou même plus tard, et c'est bien heureux d'ailleurs, les aventures de Tintin. Donc il y a aussi cet effet de familiarité, avec une ligne claire qui offre aussi, comme elle le dit elle-même, une lisibilité à l'image. Donc c'est une façon, un vocabulaire artistique, vocabulaire formel, qui permet de donner à l'image une grande efficacité, parce on reconnaît tout de suite et immédiatement les principaux éléments. Mais ce qui est aussi intéressant, et vous pourriez le faire si vous étudiez par exemple les rapports entre littérature et cinéma, voir clairement l'allusion qui est faite dans cette affiche à un célèbre film de Murnau, ou un film allemand, expressionniste allemand du début du XXe siècle. Je crois qu'il est sorti en 1922. Et ce film, qui s'appelle Nosferatu, représente un vampire. Donc évidemment, pour les gens qui connaissent Nosferatu, et vous connaîtrez Nosferatu puisque vous ferez des études de lettres, eh bien, il y a évidemment ici une allusion à un vampire. Donc il ne s'agit pas simplement de désigner un monstre qui va s'accaparer le musée d'art et d'histoire, c'est de désigner quelqu'un qui va le vampiriser. Ce qui explique bien toutes ces factures ou toutes ces feuilles avec ces billets qui semblent voler dans les airs, qui est une façon aussi de mettre en scène une condamnation de gaspillage qu'aurait représenté cette rénovation. C'est non à un projet destructeur, la destruction étant ici mise en évidence par le pied gauche qui écrase et détruit une partie du musée d'art et d'histoire, de 140 millions. Vous voyez que le 140 est mis en gras, ce qui ajoute, encore une fois, à cette sorte de message dans l'image, mais aussi un message qui procède par allusion, et des gens de générations précédentes se rappelleront que le motif du vampire, associé au gaspillage ou à l'argent, a été aussi mis en évidence dans le groupe des Inconnus, où ils utilisaient le motif du vampire pour critiquer l'imposition, les impôts en France, une façon de montrer que finalement ces impôts suçaient le sang des contribuables. Donc il y a aussi ici tout un arrière-plan qu'il est utile de connaître, non seulement parce que ça permet de comprendre les allusions, mais aussi ça permet de déconstruire un message en voyant très clairement le risque qu'on peut prendre aussi à le comprendre différemment, puisque ce motif du vampire, ce motif de la figure qui va planter ses griffes dans le monde, on la retrouve aussi dans une propagande qui peut être antisémite, comme c'est le cas de ce péril juif. On retrouve un motif assez similaire. L'expressionnisme allemand a aussi évidemment inspiré d'autres propagandistes plus douteux. Évidemment, ce n'est pas l'objet de l'affiche de 2016, mais c'est intéressant aussi de voir ce qu'une affiche peut charrier en termes de valeur, je dirais, à son insu. Et donc, c'est important pour déconstruire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un regard critique sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les événements d'aujourd'hui, sur les messages politiques qui sont envoyés, de pouvoir construire cette culture visuelle, littéraire, historique, qui va en quelque sorte vous éclairer et vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus, je dirais, complexe des situations qui peuvent se présenter devant vous. Donc, vous le voyez, les études de lettres, c'est d'abord l'acquisition d'un savoir important, un savoir de comparaison, un savoir de contextualisation, mais c'est aussi une recherche de sens. C'est une façon de donner du sens à ce que vous faites. C'est de donner du sens au monde dans lequel on vit, un monde qui est en crise, un monde donc dans lequel il faut pouvoir éclairer les choses sous des angles différents. Et c'est une façon aussi, évidemment, de défendre des valeurs, des valeurs d'universalisme, des valeurs de diversité culturelle, des valeurs où il s'agit de défendre l'idée, si j'ose dire, que le monde est toujours plus complexe qu'on ne l'imagine, mais que pour comprendre cette complexité, il faut avoir des outils, il faut avoir des connaissances, il faut avoir un savoir qui permet de clarifier les choses, d'avoir une vision plus claire de la situation. Donc c'est aussi, la faculté des lettres, c'est aussi une faculté des humanités, comme on le disait parfois. Et dans le mot humanité, il faut l'entendre aussi au singulier comme au pluriel. Les humanités, c'est ce qui va vous faire de vous des femmes et des hommes qui vont avoir des connaissances, des disciplines, mais qui vont aussi pouvoir développer en elles-mêmes une ouverture vers l'autre, une ouverture vers le monde, une ouverture vers l'histoire. Troisième élément qui me paraît très important, savoir, valeur, c'est les méthodes. Parce que pour avoir une vision objective des choses, pour pouvoir comprendre ce qui se passe devant nous et autour de nous, il faut aussi pouvoir les approcher de façon méthodique, de façon rationnelle, avec des outils. Et donc, ce sont aussi ces méthodes qu'on vous apprend à acquérir en faculté des lettres. Comment apprendre à acquérir des compétences et des connaissances rapidement, en travaillant dans des bibliothèques, en recherchant des archives, en recherchant des informations. Comment on retrouve ces informations? Comment on les communique à l'oral ou à l'écrit? J'insiste sur le fait que
nos étudiantes et étudiants sont très recherchés sur le monde du travail pour une raison qui est relativement simple, puisque un employeur qui va s'attacher les services de quelqu'un d'un ancien lettreux ou d'ancienne lettreuse va savoir, de toute manière, ce sont des personnes qui apprennent à écrire, qui apprennent à parler et qui donc ont ces compétences qui sont tout à fait essentielles sur le marché du travail. La recherche de l'information, qui va du dépouillement des archives jusqu'à la manière d'utiliser Internet. Le développement d'un sens critique, d'une capacité à penser contre soi-même, à penser contre des avis ou des idées reçues, à remettre en question ce qui pourrait paraître évident, à voir du complexe là où en apparence il y a du simple. Hein, tout cela, ce sont aussi des valeurs que nous défendons ardemment. La transmission, je l'ai déjà dit, qui consiste dans l'expression orale ou écrite, dans la capacité de synthèse, hein, c'est aussi un domaine dans lequel on insiste beaucoup, être capable d'apprendre en quelques minutes, en quelques heures, à pouvoir synthétiser, ramasser une grande masse d'informations pour aller à l'essentiel, interpréter des textes, interpréter des images, interpréter des documents, hein, savoir se positionner par rapport à eux, et puis traduire d'une langue à l'autre, traduire d'un médium à l'autre, traduire d'une technique à l'autre. La traduction étant ici finalement assez symbolique de la façon dont on envisage dans les lettres le rapport au monde, qui est un rapport qui suppose de prendre en compte et de respecter dans quel type de langage, dans quel type de savoir est construit un événement, et de pouvoir ensuite le traduire en d'autres termes. Et donc, au fond, les lettreux et les lettreuses, au final, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, des êtres autonomes, au sens étymologique. C'est-à-dire qu'ils se construisent leurs propres règles, leurs propres lois. Ils se dirigent dans la vie avec ses repères, ses outils, ses méthodes. Ils sont aussi des gens disciplinés, parce que les études en faculté des lettres, c'est des études qui vous offrent une liberté considérable, parce que contrairement à d'autres facultés, on ne vous donnera pas un programme de cours prêt à être employé avec des horaires déjà fixés. Vous allez pouvoir en grande partie fabriquer vos horaires de cours et vos programmes de cours. Ce qui veut donc dire que vous devrez apprendre à vous débrouiller, apprendre à devenir vous-même les maîtres et je dirais, les responsables de votre cursus universitaire. Ça se demande de l'autonomie, et c'est une autonomie que vous apprendrez au cours de vos études, et de la rigueur aussi, parce qu'il faut évidemment pouvoir tenir les délais et construire ce cursus de façon efficace. Quelques débouchés en histoire de l'art, en histoire, en littérature, en linguistique, en langue. Les débouchés sont considérables. Hein. Vous avez des débouchés qui concernent directement l'enseignement, et vous serez nombreux à enseigner après vos études en lettres, enseignement secondaire, enseignement universitaire. Vous pouvez aussi vous diriger vers le monde de l'art, dans les organismes chargés du patrimoine, dans les musées, de l'animation culturelle, dans les galeries nombreuses à Genève ou ailleurs, dans le commerce de l'art, le marché de l'art. Le domaine tertiaire, on l'oublie, mais il y a beaucoup de sites de lettreux et de lettreuses dans le domaine des entreprises, des banques, des services publics, où leur esprit critique, leur autonomie, leur rigueur, leur capacité de synthèse, leur communication orale et écrite sont fortement appréciées. Évidemment, les études de lettres, ça va aussi vers la recherche et la création littéraire, historique, philosophique. Évidemment, de nombreux écrivains, de nombreuses écrivaines ont aussi fait des lettres à l'Université de Genève. Le journalisme, naturellement, la presse écrite, la radio, la télé, le domaine du livre et du multimédia à travers les maisons d'édition, les librairies, les bibliothèques, les centres de documentation, les archives, le domaine des institutions internationales, puisqu'on forme un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants à apprendre des langues, à savoir les parler, à savoir les traduire. Donc évidemment, ces organisations internationales, le monde diplomatique sont aussi des domaines où nos étudiants et étudiantes s'insèrent rapidement. Et puis l'archéologie. Donc vous avez, vous voyez, un grand nombre de débouchés après vos études, et vous constaterez que si donc à peu près une partie importante, presque la moitié d'entre vous se dirigera vers l'enseignement, vous voyez qu'il y a presque 15%, plus de 15% des étudiantes et étudiants de lettres qui vont vers l'administration publique, près de 15% vers l'information et la culture, vers les services, 9,3%, vers l'économie privée, 7,5%, ce n'est pas dérisoire, vers la recherche scientifique, près de 5%, et puis d'autres domaines, santé, social, association, organisation. Donc on a vraiment, vous voyez, une très grande gamme, si l'on fait l'exception de l'enseignement, une très grande gamme de débouchés après les lettres. Je vous invite, évidemment, parce que notre site internet est très bien constitué, de pouvoir, si vous avez des informations ou des questions auxquelles nous ne répondrons pas pendant cette séance, et on va le faire dans un instant, à vous diriger vers le site de l'Université de Genève, le site de la faculté, donc www.unige.ch/lettres,